Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, il a été un des hackers les plus célèbres de la communauté de l'open source. Elle est aujourd'hui une femme politique du gouvernement taïwanais, Audrey Tang, ministre pirate du numérique. C'est notre rôle modèle à suivre. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus avec nous aujourd'hui. Et Jeanne, on va partir dans un univers corrosif, celle d'une illustratrice et auteure qui porte haut les couleurs de la BD féministe. Liv Stormquist, son tout dernier ouvrage s'intéresse à notre thème astral, dis donc. Tout à fait, c'est l'une des auteurs de BD féministes les plus lues en France. À chaque fois, elle s'attelle à démonter nos dispositifs de pensée héritière du patriarcat. On va découvrir tout à l'heure comment elle décline son modus operandi de killeuse à notre thème astral. Eh ben, on va killer avec toi dans un instant. L'illustration, ce sera en ouverture de la deuxième partie. Notre question du jour, vous le savez, aujourd'hui, ce 17 mai, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Alors qu'une récente étude britannique confirme que la Gen Z s'identifie plus LGBTQ+, que ses aînés, on va s'inspirer avec celles et ceux qui ont fait changer le monde sur ces questions et continuent à faire bouger les mentalités. On en parle avec Florent Manelli, illustrateur, auteur du Feu ou Rien, le portrait d'une génération engagée. C'était l'année dernière, vous étiez venu nous en parler notamment sur ce plateau. Vous revenez avec des ouvrages et des éditions augmentées de ces 40 LGBT+, qui ont changé le monde. C'est aux éditions Lapin, une édition notamment internationale pour cette année 2023. 50 LGBTQ+ who change the world. Dorit Naon, queen des punchlines sur le monde du travail. Vous vous définissez comme lesbienne tatouée et influenceuse LinkedIn. Vous êtes également ambassadrice pour la fondation Le Refuge. Votre livre en ce moment qui sort aux éditions Vuber, c'est LinkedIn booste ta visibilité. Avec vous, messieurs, dames, on va booster la visibilité de ces personnes LGBT+, et on en est très heureux. Mais d'abord, focus. Et c'est un personnage de la tech qui défie littéralement toutes les idées reçues. Audrey Tang, assignée homme à la naissance et ministre du numérique depuis 2016. Elle est devenue le symbole du progressisme démocratique à Taïwan. Véritable génie de l'informatique, c'est une adepte de la transparence radicale. Son portrait, c'est tout de suite avec Édouard Deniau. C'est l'un des profils les plus atypiques de notre catégorie rôle modèle. Audrey Tang est passée de hacker à ministre de son pays, Taïwan. Né homme sous le prénom d'Autridius en 1981, le petit garçon est un élève surdoué, comprenant souvent les concepts avant même que les professeurs n'aient fini de les expliquer. Il quitte l'école à l'âge de 14 ans pour suivre un enseignement mieux adapté à ses capacités et suivre de plus près sa passion pour Internet. Il avait appris le langage Perl dès l'âge de 12 ans. À 16 ans, il lance sa première entreprise de technologie de l'information. Il progresse rapidement, aussi bien dans la programmation informatique que dans la gestion. Il devient l'un des meilleurs hackers au monde en s'appuyant notamment sur les logiciels libres et l'open source. En 2005, à l'âge de 24 ans, Autridius effectue sa transition pour devenir une femme et prend pour prénom Audrey. Après avoir collaboré avec certaines des plus grandes startups de la Silicon Valley, Audrey prend sa retraite à 33 ans. La même année, éclate le mouvement des tournesols au printemps 2014 à Taïwan. Très investie dans cet élan de protestation, elle participe au développement de V-Taïwan, un processus de co-construction des lois en lien avec le numérique. Le 1er octobre 2016, elle devient ministre du numérique de Taïwan, ce qui fait d'elle également la première ministre transgenre au monde. Audrey Tang est une fervente adepte de la transparence radicale. Avec elle, tout est disponible en ligne et ouvert aux citoyens. Son agenda et ses interviews sont consultables en ligne. De plus, toute personne, quel que soit son âge ou sa situation, peut prendre rendez-vous avec elle et lui soumettre sa proposition pour le gouvernement. Audrey Tang, héroïne justement non seulement de la tech mais aussi de la communauté LGBT+. C'est 40 LGBT+. Aujourd'hui, on est à quasiment plus de 80 parce qu'il y a eu plusieurs éditions de vos ouvrages, Florent. Ces personnalités en tout cas qui changent le monde. 2019, 2020 pour les premiers portraits que vous avez pu formuler justement sur ces personnalités. Vous revenez là en 2023 avec une édition augmentée internationale, 50 LGBTQ+ who change the world. Audrey Tang, elle pourrait faire partie de ces personnages?
Complètement. Et il y en aurait tant d'autres. Moi, c'est le deuxième tome de l'édition française est né d'une frustration que j'avais eue, moi, de ne pas pouvoir mettre autant de portraits que je voulais, pour des raisons éditoriales, pour des raisons de coût de livres, etc. Et je pourrais faire 100 tomes en réalité. L'idée de ces livres, c'est vraiment de montrer la diversité des existences LGBTQI+, montrer la diversité des parcours de vie, des expériences aussi, et de parler de personnes qui sont vivantes et décédées. Donc oui, toute expérience queer peut faire partie de ce livre, évidemment. Oui. Et on va y revenir parce que ces portraits, c'est non seulement lutter contre l'invisibilisation aussi de ces personnalités, et puis vivre littéralement avec vous, revivre ces années de lutte pour ces droits justement et cette société plus inclusive. On en parle et on est très heureux de le faire avec vous, donc Florent, et avec Dorit Naon. C'est la première partie du talk tout de suite. Florent Manelli, illustrateur, auteur de Génie, Le Feu ou Rien, c'est l'ouvrage pour lequel vous êtes beaucoup venu nous voir l'année dernière sur ce plateau. Aujourd'hui, on revient avec vous, on replonge dans ces personnalités 40 LGBT+, qui ont changé le monde aux éditions Lapin. Dorit Naon, queen des punchlines sur le monde du travail, qui est réellement votre domaine d'expertise. Vous vous définissez comme lesbienne tatouée et influenceuse LinkedIn, ambassadrice pour la fondation Le Refuge. On va revenir justement sur votre parcours. Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est le 17 mai, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est une date symbolique puisque l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales par l'OMS le 17 mai 1990. C'était il y a 33 ans, Florent, seulement. C'est presque mon âge, en plus. Non, mais je dis ça, je suis né en 89, pour dire à quel point c'est quand même relativement récent. Et la transidentité, c'est encore plus récent, je crois que c'est 2017 de mémoire. Donc cette histoire-là de dépsychiatrisation, démédicalisation des identités LGBTQI+, elle est extrêmement récente, ce qui en dit aussi long sur les réticences qui existent et qui persistent encore aujourd'hui, des clichés aussi qui persistent sur ces questions-là aujourd'hui. 33 ans seulement, encore une fois, pour cette date symbolique du 17 mai. Là aussi, Dorit, aujourd'hui, il y a 60 pays qui suivent officiellement cette grande journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est trop peu, là aussi, de zones géographiques qui veulent, là aussi, mettre en lumière ces droits et lutter contre ces préjugés. C'est trop peu parce que, rappelons-le, on est quand même en 2023 et aujourd'hui, le simple fait d'être soi-même, d'affirmer son identité, ça pose encore problème dans trop de pays. C'est pénal, on va en prison, on est même tué pour ça. C'est un drame humain, j'ai envie de dire. Et au-delà de ces pays-là, j'ai envie de parler de mon expertise. Comme vous l'avez dit, c'est le bien-être au travail, le monde du travail. Et aujourd'hui, j'ai quand même des chiffres assez affolants à communiquer. C'est qu'une personne LGBT+, sur 4, aujourd'hui, estime avoir vécu déjà des LGBT-phobies sur son lieu de travail, voire des agressions LGBT-phobes. À côté de ça, on a 73% de personnes qui, en fait, ne parlent pas de leur vie privée, de leur identité LGBT, parce que justement, ils ont peur en fait des réactions. Et il y a même 13%, ça c'est un sondage IFOP, il y a 13% qui se font passer pour hétéros. Parce qu'ils estiment que voilà, c'est plus simple. Ils ont peur d'être agressés, d'être insultés, d'être rejetés. Donc, moi, j'ai vraiment envie de souligner aujourd'hui la responsabilité des entreprises en proposant en fait tout simplement de vraies solutions. Et des solutions, il y en a énormément. Alors, tout à l'heure, tu parlais de grosses solutions qui sont exceptionnelles, comme Facebook, par exemple, qui vraiment accompagne les transitions. Alors, attendez, tout à l'heure, ça, on ne le sait pas, parce que c'était tout à l'heure pendant qu'on était, je vous raconte tout, en train de régler les caméras de cette émission. Donc, justement, on va y revenir, ça tombe très bien. On en parlait parce qu'il y a un thème aujourd'hui, notamment, qui est en train de monter, sur lequel il y a d'ailleurs eu des chiffres très précis cet automne, puisque le 11 octobre notamment, c'est la journée du coming out. Et pour cette journée du coming out, il y a notamment une association qui a pu justement dénoncer ce qu'on appelle le pinkwashing aujourd'hui. Le pinkwashing, c'est le fait, finalement, vous connaissez le phénomène du greenwashing sur les questions environnementales. Le pinkwashing, c'est la même chose sous des faux airs de progressisme. C'est une pratique marketing et communication qui va exploiter les personnes LGBTQ+. Ça va toucher des secteurs très divers, le textile, le divertissement, la tech, l'industrie pétrolière. D'abord, est-ce qu'on se dit
que c'est du capitalisme arc-en-ciel? Il faut être assez cynique par rapport à ça, Florent et Dorit. Oui, alors toutes les initiatives ne se valent pas, mais en revanche, c'est sûr que depuis quelques années, être affiché des couleurs LGBTQI+, au mois de juin, parce que ça reste que durant le mois des fiertés, pour les Pride, voilà, ça reste rentable pour beaucoup de marques, pour un capital sympathie, capital image, etc. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe derrière. Quand des entreprises ne font qu'afficher un drapeau arc-en-ciel sur un logo, mais ont à leur tête, dans leur board, des personnes hyper conservatrices, voire LGBTQI-phobes, et souvent ça va ensemble malheureusement, ou ne reversent aucun de leurs... je sais pas moi, vous allez acheter un produit, il n'y a rien qui est reversé à une asso LGBTQI+, etc. Tout ça, c'est problématique. Et en plus de ça, ça invisibilise aussi des économies de personnes LGBTQI+, qui, elles, sont concernées par ces enjeux-là et doivent être aussi beaucoup plus visibles durant ces moments-là de l'année, mais aussi tout le reste de l'année. C'est de l'hypocrisie, pour le dire clair, Dorit. Ah oui, il y a une grosse part d'hypocrisie parce que pour le coup, pour parler de LinkedIn, moi je vois très souvent passer des posts justement beaucoup au moment de la Pride où d'un coup voilà, les logos deviennent arc-en-ciel, etc. Et en réalité, moi il faut savoir que j'ai un podcast de bien-être au travail où je reçois aussi des salariés, des alternants, des stagiaires qui subissent de la souffrance au travail. Je reçois une quantité folle de témoignages et la plupart... c'est des gens en fait, qui ont bossé dans de grands groupes, dont je vois passer parfois dans la même journée des posts LGBT friendly. Et en fait, c'est des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont victimes d'LGBT-phobie, quoi. Donc, il y a ce problème de cohérence-là qui est réel. Et il y a de nombreuses études aussi qui ont montré que le pouvoir d'achat des LGBT+, il est plus important en réalité. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté intéressé, opportuniste des marques, de dire, aujourd'hui, c'est un public qui nous intéresse, il faut aller les chercher. Donc moi, ce que je conseille vraiment, en fait, aux gens, c'est d'arrêter, et ça, c'est pour la globalité, en fait, par rapport aux réseaux sociaux, c'est d'arrêter de se contenter des informations de premier niveau. Ouais. C'est-à-dire, on voit un drapeau LGBT, c'est super, il soutient... et c'est valable pour tous les sujets, en réalité, pas que pour les LGBT+. C'est d'aller se renseigner, en fait, se documenter. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Est-ce qu'ils soutiennent? Est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce que c'est vraiment que pour le mois de la Pride? Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il y a peut-être trop de naïveté au niveau des lecteurs. Peut-être plus aller en profondeur, quoi. Qui peut nous aider justement à pouvoir creuser ces informations? Des associations, par exemple? Vos travaux communs et complémentaires, Florent et Dorit? Je voulais juste rajouter, je ne suis pas sûr que le pouvoir d'achat des personnes LGBTQ+, soit forcément plus élevé dans la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes queer qui sont très précaires en réalité. Oui, bien sûr. Et il y a un peu ce fantasme, souvent des homosexuels blancs qui auraient vraiment des plus grands pouvoirs d'achat. Il y a quand même d'autres études, il y a d'autres études qui justement contredisent ça, qui est très installé quand même dans le discours commun, qui dit que finalement on a moins de pouvoir d'achat, on est moins payé en entreprise que le reste de la population. Mais donc voilà, donc après c'est à regarder de plus près sur les chiffres. Ensuite sur qui peut nous aider sur ces enjeux-là. Il y a des assos, évidemment, SOS Homophobie, des centres LGBT, il y a pas mal de... Il y a l'autre cercle aussi, qui fait beaucoup de travail avec les boîtes pour justement travailler à la signature de chartes, à comment rendre un espace de travail plus inclusif et accueillant pour tout le monde, même si tout ça maintenant est un peu vidé de son sens aussi, mais vraiment, ils travaillent en ce sens-là. Et puis, je crois que pour sortir du pinkwashing, mais du washing de manière générale, du woke-washing, il faut arrêter de s'attacher aux symboles. On est très attaché au drapeau arc-en-ciel, mais je pense que si on demande à tout un panel, je pense qu'il y a peut-être 3 personnes qui pourront savoir ce qu'est vraiment le drapeau arc-en-ciel, d'où il vient, ce que signifient les couleurs, par exemple. D'ailleurs, je voudrais bien qu'on refasse un point de définition sur le plateau, parce que c'est une des missions de l'École du Futur. Quand on parle de drapeau arc-en-ciel, on parle de quoi exactement? En fait, on parle d'un drapeau qui a été inventé dans les années 70 par un monsieur qui, en fait, qui est dans mon premier tome. Et j'ai un trou dans le nom, et j'ai un trou dans le nom, et je suis désolé. Parce que alors, je prends le premier tome, je le fais en direct, on a tout sur le plateau. Et donc c'est un drapeau qu'il a lui imaginé tout seul au départ et qu'il a cousu de ses mains pour les premières Pride à San Francisco. Et au départ, il y avait 2 couleurs de plus, le rose et le turquoise de mémoire. Et pour des histoires de reproduction industrielle du drapeau, on a enlevé 2 couleurs pour garder celle qu'on connaît aujourd'hui. Et chaque couleur correspond à la nature, l'amour, le sexe,
sexe, etc., est censé représenter une vie gay au départ, et puis LGBTQI+, pour finir. Et on dit merci à Gilbert Becker pour ce drapeau arc-en-ciel. C'est ce qu'on me précise à l'oreillette, évidemment. Là aussi, je suis tout à fait transparente sur ce sujet. Il y a quand même des entreprises, Dorit, qui font bien leur travail en matière justement d'inclusivité, qui sont très sincères dans leur démarche. Comment est-ce que justement on peut réussir à les identifier, celles-là ? Il y en a qui sont très sincères, qui sont de réels alliés. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur la problématique de marque employeur. Et c'est là, justement, où on peut les identifier, où il y a un vrai enjeu, c'est d'en parler. Et pour visibiliser, justement, le sujet, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Pour moi, notamment LinkedIn, c'est un enjeu très fort. Je pense notamment à une entreprise qui a de réels engagements à tel point qu'ils ont un responsable diversité-inclusion. C'est Salesforce. Et pour le coup, ils ont de vrais engagements très forts. Après, j'ai envie de dire une problématique qui est difficile parce que s'il n'y a pas de communication, s'ils n'en parlent pas, on ne le sait pas. Donc en réalité, on a beau aller sur le site, essayer de creuser, essayer de s'intéresser, on n'aura pas d'infos si ça reste en interne. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire à ces entreprises-là qui font de belles choses au quotidien, vraiment de donner de la visibilité à leurs actions, parce que c'est ce qui va permettre justement de libérer la parole et d'encourager aussi d'autres entreprises à travailler leur marque employeur sans washing, avec beaucoup de sincérité. Et du coup, voilà, c'est fédérateur aussi pour d'autres entreprises. Et c'est gage d'exemplarité, quoi. Bon, donc finalement, si je vous entends bien, la diversité, l'égalité et l'inclusion, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Ça peut être ça. Alors, Salesforce communique beaucoup sur ça. Ils sont très transparents et c'est super. Je pense aussi à certaines solutions, par exemple. Là, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui a mis en place une solution qui s'appelle NotMe, par exemple, qui est géniale, qui permet en fait tout simplement à des entreprises en fait d'acheter cette solution et de la mettre au service de l'équipe. Donc, ils peuvent tout à fait faire des signalements anonymes pour dénoncer entre autres des LGBT-phobies. Et ça permet justement de montrer que l'employeur est réceptif et que c'est une problématique à laquelle il est sensible, en fait. Et tout ça, ça fait partie des petites actions quotidiennes et notamment des investissements que chaque entreprise peut faire. Et c'est très important parce qu'en fait, le message, quand une entreprise investit là-dedans, c'est « ça m'intéresse ». Et du coup, si l'équipe comprend ce message-là, dans le monde du travail, ça donne quoi ? Ça donne en fait des collaborateurs qui vont être plus respectueux au quotidien et qui vont dire si la direction montre ostensiblement qu'ils sont engagés, du coup, moi, voilà, je vais aussi me tenir à carreau et c'est très inspirant aussi pour le climat de travail et la culture d'entreprise. Pour qu'on comprenne bien, je voudrais qu'on revienne en quelques mots sur ce que sont aujourd'hui les LGBT-phobies, parce que c'est finalement un peu comme les clichés qu'on peut, malgré soi, transporter, notamment sur le sexisme, en entreprise, à l'école ou plein d'autres lieux qu'on côtoie tous les jours. Ces LGBT-phobies, finalement, ces clichés homophobes, transphobes, biphobes, on peut en être les victimes sans le vouloir ou les colporter sans le savoir, Florent. Oui, en fait, elle se niche partout. On parle beaucoup de l'entreprise, mais elle se niche partout, dans la publicité, les médias, dans les écoles, certaines institutions, dans les familles. C'est systémique, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, c'est encore plus difficile de les trouver, les analyser, de les comprendre, de les assimiler aussi quand on est une personne LGBTQI+. Ce qui fait qu'on grandit aussi dans un environnement souvent LGBTQI-phobe, où on est en rejet de soi-même aussi pendant longtemps. Parfois, c'est difficile aussi de comprendre ce qui se passe en nous, dans des environnements qui ne sont pas toujours très accueillants. Je pense notamment à l'école, par exemple. Donc, oui, on peut, malgré soi, même en étant LGBTQI+, colporter et faire vivre des situations d'LGBTQI-phobie sans en être conscient. Ce qu'il faut, c'est en parler, éduquer. On parle de beaucoup de visibilité, mais la visibilité seule ne peut pas tout. Mais les législations, la médecine, tout ça doit avancer de consort, les institutions, etc. Et puis la création de contenu aussi, je crois, de livres, de films, de podcasts, etc. peut aider aussi à mieux comprendre et appréhender ces enjeux, oui. Il y a un imaginaire à finalement réenchanter, si j'ose dire, sur les questions LGBTQI+. On le fera en deuxième partie de cette émission, notamment avec vos ouvrages, Florent, bien évidemment, mais là aussi, c'est peut-être aussi un autre storytelling à construire, Dorit. Il y a un fort enjeu, en fait. Et aujourd'hui, pour reprendre ce que tu disais, je dirais que
ça part beaucoup de la visibilité donnée. Moi, je pense justement à un exemple, c'est la série Elite. Je ne sais pas si ça vous parle. La dernière saison montre à quel point, justement, les LGBT-phobies ne sont pas forcément ce qu'on pense. Voilà, ça ne s'arrête pas à sale PD, etc. Ce n'est pas ça, les LGBT-phobies. Ça peut être beaucoup plus pernicieux que ça. Notamment, il y a un personnage qui s'appelle Nico, dans la dernière saison, qui est transgenre. Et en fait, ça m'a mis une grosse claque parce qu'il y a une fille qui veut le séduire dans la série. Donc, elle est vraiment dans une démarche hyper positive et bienveillante. Et elle lui dit tout ce qu'il ne faut pas dire. Et c'est de la transphobie, typiquement. Elle lui dit, voilà, tu devais être magnifique quand tu étais une fille. Est-ce que je peux voir des photos de toi avant? Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Et rien que ça, c'est de la transphobie parce que ça ramène une personne à une identité, finalement, à laquelle elle ne s'est jamais retrouvée. Et il y a une nécessité, comme tu le disais si bien, Florian, finalement, d'éduquer sur qu'est-ce que c'est les LGBT-phobies et casser cette idée reçue, finalement, comme quoi c'est vraiment, ça s'arrête à sale PD. Pas du tout. Notamment dans le monde du travail. Qu'est-ce que c'est typiquement les LGBT-phobies dans le monde du travail? C'est basiquement, on refuse une embauche, on refuse une formation, on bloque une personne vraiment dans son processus d'évolution parce qu'elle est LGBT+. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et c'est ce qui fait justement qu'on en est au chiffre que je vous ai donné. On a quand même 13% des personnes LGBT+, qui se prétendent hétéros par peur que ça les freine dans le monde professionnel. C'est pas normal. Absolument, le ministère de l'Éducation nationale s'empare aussi de la question, mais à la disposition des élèves, des profs et des parents des ressources pédagogiques, notamment une série de témoignages sur YouTube. Écoutez Soane partager son expérience en tant qu'élève LGBT. J'ai subi de l'homophobie quand je me suis outée au collège, fin du collège. En fait, les gens ont su que j'étais considérée comme fille à l'époque, donc les gens ont su que j'étais lesbienne. Et j'ai eu beaucoup de questions ou de remarques où les gens me disaient « Ah, t'es une gouine, tu broutes des minous », des trucs comme ça. Et ensuite, du coup, je suis rentrée au lycée. Là, tout le monde savait que j'aimais les filles, mais personne ne savait que j'étais trans. Ou par exemple, je me rappelle d'un truc où j'avais des potes qui se moquaient d'une personne trans sur leur téléphone à côté de moi. Et ils disaient des trucs genre le travelo, machin. Et moi, j'étais à côté, j'entendais ça. Mais personne ne savait que j'étais trans, donc je l'ai subi un peu indirectement. Mais ça m'a touché quand même. Ça m'a ralenti dans mon coming out et dans ma transition. C'est-à-dire que, déjà, je me sentais pas prêt à en parler à ce moment-là. Mais en plus, vu que l'environnement était pas safe pour moi, je me suis dit je pourrais jamais en parler, en fait. Et je pourrais jamais dire à mes amis que je suis trans ou... je me demandais en fait quand est-ce que je pourrais faire ma transition si tout le monde était comme ça, quoi. Ce qui aurait pu changer quelque chose dans l'épisode de transphobie que j'ai vécu, par exemple, ce serait qu'il y ait eu une personne qui reprenne mes amis, en fait. Qu'il y ait une personne dans mon groupe qui dise non, travelo, ça se dit pas, pourquoi tu te moques de cette personne juste parce qu'elle est trans, etc. Et juste s'il y avait une personne qui aurait pu le faire, je pense que je me serais senti mieux, je me serais senti soutenu et je me serais senti légitime à en parler ensuite, quoi. Et bravo à Soane pour ce témoignage. On va faire un tour du côté de la planète tech et on se retrouve dans un instant pour continuer notre discussion. Et c'est le zap d'Edouard Deniot. Poi questo robottino la taglia. Amici del mio viaggio a New York, questo è il robot che fa la pizza automatica, l'ho ordinata, non c'è il pizzaiolo, fanno tutto i robot. Sono proprio curioso di vedere come avviene questo processo fantastico, vedete, tutto robotizzato, ora ci mette anche il sugo, stupendo.
Voice match. Is new owner Wilf Reimer? If so, say continue. Et nous sommes de retour sur le plateau d'École du Futur, toujours en compagnie de Florent Manelli, illustrateur, auteur de cette collection de portraits, les 40 LGBT+, qui ont changé le monde, édition augmentée internationale pour cette année 2023, 50 LGBTQA+, who change the world, Dorit Now, notre queen des punchlines, et surtout extrêmement engagée sur les questions justement LGBT+. Vous définissez comme lesbienne, tatouée, influenceuse, LinkedIn et ambassadrice pour la fondation Le Refuge qui fait un travail extraordinaire. On continue notre discussion dans un instant, mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière l'attaque. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une autrice qui met les points sur les i de la BD féministe. Elle est suédoise, oui, et sa façon de dessiner a conquis littéralement la France. Elle bat en brèche nos habitudes légèrement teintées patriarcat, il faut bien l'avouer. Il s'agit évidemment de Liv Strömquist qui vient de sortir son tout dernier ouvrage, ça s'appelle Astrologie. Tout à fait, son dernier livre vient de paraître aux éditions Rackham en mars 2023, livre attendu par tous les fans de Liv Strömquist. Pour ceux qui ne connaissent pas, Liv, c'est une autrice de BD née en 78 à Lund en Suède, où ado, elle découvre le punk suédois et le féminisme qui vont la pousser à devenir illustratrice de fanzines, puis de BD, souvent adorée, parfois haïe. Quand elle affiche, par exemple, en 3 mètres par 4 dans le métro de Stockholm, des patineuses artistiques dont on voit des taches apparues sur leurs sous-vêtements suite à leur menstruation, eh bien, ça a l'art de chatouiller le gosier de la bourgeoisie qui n'a pas fini d'avaler sa première bouchée de film York qu'elle se trouve face à ces petits accidents qu'elle préférerait garder cachés. C'est avec la même dose de vitriol qu'elle traite nos contes de faits contemporains. Ici, j'ai les sentiments du prince Charles. Dans ce livre qu'il a fait connaître en France, eh bien, elle décrit la toxicité de la relation entre notre nouveau roi d'Angleterre et la princesse Diana, tout aussi victime que nos buveuses de film York, du silence et des apparences trompeuses de la vie publique. En d'autres termes, Liv, c'est un peu la Dexter de l'illustration féministe. Elle dézingue avec son stylo seringue rempli de M99 tous nos comportements héritiers du patriarcat, mais c'est pour votre bien, faites-lui confiance. Oh bah tout à fait, mais qu'est-ce qu'elle nous a réservé dans son dernier ouvrage? Alors, comme dans ses autres BD, Liv Strömquist, eh bien, elle aborde des sujets grand public. Ici, donc, l'astrologie. Le livre, il fonctionne un peu comme un catalogue des différents signes astro. Marjorie, rappelle-moi ton signe. Alors, je suis Lion, ascendant Bélier, c'est très précis. Alors, je ne te promets pas, en fait, la bienveillance parfaite de la part de notre auteure suédoise. Lion, donc, si on le voit... Alors, Lion, tu es donc l'élu. M'as-tu vu du zodiaque, Marjorie? Bah, évidemment. Ah là là. Merci, Lion. Ah ben voilà. Vous êtes toi, Lion? Non, mais tu n'as que des lions autour de toi. Vous allez tous en avoir pour votre compte. Donc, les lions, m'as-tu vu du zodiaque? Alors, il faut toujours qu'ils se fassent remarquer. Non, mais franchement, alors, il fait que leur bon, ça va. Hein. Parce que c'est peut-être les autres qui sont pas remarquables aussi. C'est ça. Acheteur compulsif aussi dans vos... non? Je vois pas ce que tu veux dire. Alors, vraiment, mon banquier non plus, d'ailleurs. Addict aux réseaux sociaux, toujours pas? Non, LinkedIn, pourquoi faire? J'ai pas du tout fait un livre dessus. En tout cas, c'est pourquoi, explique l'illustratrice suédoise, il faut particulièrement représenter parmi les célébrités, j'en veux pour preuve. De plus, un lion ressemble toujours à un lion. Là, il y a Madonna, il y a Mick Jagger et Andy Warhol. Un lion ressemble toujours à un lion, Marjorie? Oui, c'est-à-dire? Si on voit l'image suivante. Est-ce qu'un lion... Mais oui, mais tout à fait. Mais la ressemblance est absolument incroyable. Preuve ultime, donc, que Liv... je vais le garder, vous pouvez m'en faire un jeu, s'il vous plaît. Ne se trompe jamais. Je te rassure, moi, en tant que Gémeaux, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Alors, si on voit sa fiche, je suis klepto, je suis infidèle, j'ai dégoté un job sur un malentendu. Franchement, je sais pas ce que tu vas dire non plus. C'est bon pour le moral, tout ça. Hein. Ça se fait trop pas, comme par exemple, parmi les personnalités américaines qui ont accédé au rang de président, Donald Trump. Un Gémeaux aussi. Ouais. Il y a des moins bien et des bons Gémeaux. Bon, bref, vous le mettrez dans le sens que vous voulez. Bon, mais alors du coup, on va pas se mentir, on a un véritable goût pour l'astrologie, une passion même. Est-ce que ce livre nous explique pourquoi? Eh bien oui, d'où est-ce qu'il vient en fait ce petit plaisir qu'on a qu'on ressent quand on se reconnaît dans un horoscope ou sur un mug qui liste des caractéristiques de notre signe astral qui nous correspondent? Eh bien justement, Liv Strömquist, elle évoque une première explication avec ce que Freud, Sigmund, a
appelée une défense narcissique. Les défenses narcissiques, c'est en fait tous nos mécanismes de défense qu'on met en œuvre pour pas se sentir nul. L'astrologie, ça nous permet de nous enlever un peu du poids de notre responsabilité. Quand je dis par exemple, si cette chronique elle est nulle, eh bien c'est pas moi, c'est le Mercure rétrograde. Mais si j'avais une autre hérédité planétaire aussi, et puis de toute façon je suis un signe d'air, donc je ferais jamais rien de solide dans ma vie, tout ça, tu vois. Mais non, mais là, c'est pas possible, parce qu'on passe d'un sauvetage narcissique à un comportement incapacitant en l'espace d'une seule seconde. Mais je te rassure, Mercure rétrograde, ça existe pour de vrai. Oui, et de toute façon, en tout cas pour cette espèce de transformation de sauvetage en incapacitation, si on peut dire, eh bien, Liv Strömquist a évidemment pas ignoré ce passage-là. L'auteur, elle cite un autre penseur allemand qui s'appelle Theodor Adorno. Lui, il compare l'astrologie à un TOC, tout simplement. C'est-à-dire là où, avec un TOC, par exemple, le fait de se laver les mains 10 fois par jour, ça aide à combattre notre angoisse de la maladie ou de la mort en nous donnant une illusion de contrôle, eh bien l'astrologie, ça aide à accepter toutes les forces supérieures ou tous les phénomènes un peu globaux auxquels on est soumis sans pouvoir rien y faire. Et ça nous rassure en nous mettant dans des petites cases et en donnant des directions bien claires dans notre vie. Donc on va se rassurer à court terme pour mieux s'angoisser à long terme. Ah oui, alors ça c'est toute l'équilibre complexe entre le plaisir immédiat, superficiel et l'angoisse profonde. Si par exemple les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à cette logique. Et d'ailleurs, si je vous dis, on mélange les réseaux sociaux avec l'astrologie, ça peut faire éclater la bulle parce qu'en plus ils pullulent ces sites ces comptes d'astrogrammes, un mélange d'astrologie et d'Instagram. Mon préféré, c'est celui de Toilet Paper, qui est un collectif fondé par l'artiste italien Maurizio Cattelan. Alors, je ne résiste pas donc à vous lire votre horoscope pour mes Marjorie, attention. Alors, on lit « Quand tout s'arrête, tu dois aussi t'arrêter et penser ». Ça, c'est pour mes Marjorie. Je ne sais pas comment tu l'interprètes. Je vais m'arrêter, je vais penser. je promets, je vais le faire. Édouard, parce que quand même, il est en régie, notre producteur favori, qui est un petit poisson charmant. T'inquiète, Édouard, ton meilleur ami et allié va revenir vers toi et tout va s'arranger. Il faut juste peut-être te teindre les cheveux en bleu, je ne sais pas. Il est ravi. Tu ne peux pas l'entendre, mais il est ravi. Dans mon oreillette, il se réjouit. Très bien, je finirai par moi. Voilà, parce que là, une dernière servie, première heureuse. Donc le Gémeaux. Alors il y a écrit « Je suis cette personne mélancolique qui pense qu'elle veut rester, mais en fait qui doit partir. » Donc j'arrêterai cette chronique, je vous dis à la semaine prochaine, et je pars. Elle part dans le pays de l'astrologie des chartes natales. Merci infiniment, Jeanne, dis donc, pour cette chronique fabuleuse, comme toujours. Bon, donc en mai, messieurs, dames, vous avez compris, on arrête de penser, on se met au repos. Ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup... Bah oui, puis on a beaucoup de travail et de lutte justement à mener, notamment en cette journée du 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie, biphobie, transphobie. On va continuer à en parler dans un instant. Mais d'abord, Florent, en tant qu'illustrateur, j'imagine que Liv Strömquist, c'est une des illustratrices qui fait date pour vous. Oui, et puis en fait, moi, je suis super content de voir aussi des autrices de BD féministes de plus en plus connues, de voir leur travail se développer, de voir aussi qu'en librairie, on leur fait plus de place. Et souvent, les autrices LGBTQI+, bénéficient aussi de cette visibilité-là. Donc moi, je suis trop content, et puis j'adore Liv Strömquist. Alors du coup, je vais craquer un mystère qui n'en est pas un. Votre ouvrage, LinkedIn Booste ta visibilité chez Vuber, Dorit, est illustré par Billy, qui est votre épouse. C'est ça, exactement. Et qui a du coup réussi à reproduire vos tatouages à la perfection, parce qu'il y a plein de petites Dorites qui se baladent justement dans le livre pour donner des conseils sur la façon dont on peut justement mieux utiliser ce réseau social. Ça a été un enfer à illustrer, pour elle, je précise. Mes tatouages à représenter sur les 50-60 illustrations qu'elle a fait, la misère. Donc on lui rend doublement hommage aujourd'hui. Bravo Billy. On va continuer justement notre discussion à l'occasion de ce 17 mai. C'est la deuxième partie du talk. Et justement, on parlait de cette façon dont on pouvait aussi peut-être réinventer un imaginaire des combats, des personnalités LGBT+. Florent, c'est vous qui nous l'offrez finalement, ce début de storytelling, et pas que d'ailleurs, le fait aussi de pouvoir revenir sur ces années, cette décennie aussi de combat, avec aujourd'hui, le titre dit 40, mais en réalité, on a plus de 80 personnalités LGBT+, qui ont changé le monde, dont vous avez non seulement dépeint le portrait
par écrit, mais évidemment aussi avec vos talents d'illustrateur, du père de l'informatique modèle Alan Turing. Vous avez l'habitude qu'on vous en parle beaucoup ici dans cette émission, à l'acteur Elliot Page, en passant par la Queen of Drag RuPaul, ou encore l'homme politique Harvey Milk, ou le premier imam ouvertement homosexuel Ludovic Mohamed Zayed, qui fait un travail fantastique. Ce sont des portraits d'engagement, des portraits de lutte, des portraits de vie tout court. Ce sont des portraits de vie, et vous parliez tout à l'heure de réinventer les imaginaires. Je pense qu'avant de les réinventer, il faut déjà les nommer, les raconter. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui en France à parler de l'histoire des mouvements LGBTQI+, pour un tas de raisons. On n'a toujours pas de centre d'archives en France qui traite de ces enjeux, qui sont pourtant essentiels, qui permettent déjà aux personnes concernées de mieux comprendre où en sont l'état de leurs droits et qu'est-ce qui s'est fait avant, d'inspirer aussi, de raconter, de dire, de conserver aussi des ressources dont on peut avoir besoin pour des livres ou simplement pour aborder certaines connaissances. Et en fait, il y a beaucoup aussi à apprendre de nos anciens qui ont pavé le chemin avant nous, qui ont pavé le chemin pour qu'on puisse aujourd'hui vivre en France, dans un pays qui respecte sur plusieurs aspects nos existences. Donc, avant de réinventer nos imaginaires, oui, déjà, transmettons cette mémoire et parlons-en. C'est important, Dorit, justement, de pouvoir aussi donner à voir, à incarner ces personnalités qui ont construit aussi l'historique de ce mouvement, parce que ça donne aussi des points de repère. C'est extrêmement important parce qu'on parle justement de la génération Z. Pour moi, c'est pas un hasard si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui se revendiquent transgenres, non-binaires. C'est parce qu'on est de plus en plus représentés, en fait, en tant que personnes LGBT+. Donc, quand je parle de représentation, je parle notamment de grands artistes auxquels beaucoup de personnes se reconnaissent, comme Angèle, comme Eddie de Pretto, comme Oshi. Ouais. Alors, ils en prennent plein la tête, on va pas se mentir. Oshi reçoit un déferlement d'insultes, même de menaces de mort, de menaces de viol homophobes. Eddie de Pretto aussi, il est en procès actuellement. C'est difficile. On va pas non plus enjoliver la chose et dire aujourd'hui être LGBT+, c'est facile. C'est pas facile. On a la chance d'être en démocratie, quand même, faut le dire. Donc effectivement, on peut en parler. On permet aujourd'hui, justement, grâce à cette visibilité-là, d'ouvrir des voies vers des jeunes personnes pour s'assumer, pour s'affirmer, pour ne plus se cacher. Mais ça reste difficile. Toujours en est-il qu'on a toujours besoin de plus de représentation et notamment ça passe par les réseaux sociaux. Donc on parlait de TikTok, mais on peut aussi parler de LinkedIn. Voilà, aujourd'hui, au niveau professionnel, on se situe tous plus ou moins quelque part, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié. Et de donner de la visibilité à ce sujet-là sur un réseau social professionnel, c'est très important parce qu'en réalité, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours, ça permet à des personnes de montrer que c'est normal, qu'il n'y a aucune honte à le cacher, et surtout pas sur un réseau professionnel. Et moi, c'est vrai que je prends beaucoup la parole dessus. Et il y a quelque chose qui me choque, c'est qu'en fait, je reçois pas mal le commentaire « Pourquoi vous en parlez ici, en fait ? C'est un réseau professionnel ». Parce que certaines personnes pensent que ce n'est pas forcément le lieu pour afficher une identité qui paraît plus privée que public, alors que ça fait partie de votre identité tout court. Et puis, c'est un sujet qui est directement lié à la marque employeur, parce qu'on parle de diversité et inclusion. C'est un des grands piliers quand même d'une culture d'entreprise. Donc, c'est quand même très étonnant que, admettons, je fasse un post sur les congés menstruels. Ça ne choque personne. C'est aussi un enjeu culture d'entreprise fort. Mais je fais un post pour parler des LGBT-phobies. Là, on voit directement les divisions, les oppositions. Mais ça reste très important. Et justement, là, quand vous reprenez mon titre, La lesbienne tatouée qui a influence LinkedIn, c'est le portrait que Tétu a fait de moi. Absolument. C'est comme ça qu'ils m'ont titré. Et c'est très important que... moi, je suis ni Angèle, ni Eddie de Pretto, ni personne. Mais vous êtes Dorit Naon, dites-le. Oui, mais voilà, que ça soit à petite ou à très grande échelle, on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler pour casser les tabous, parce qu'il n'y a pas de tabou, en fait, sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on aidera les gens à s'affirmer, justement. Oui, c'est la question que j'allais vous retourner à tous les deux, à la fois Florent et Dorit. Florent, dans ses ouvrages, finalement, vous mettez à l'honneur des rôles modèles LGBT+. Si moi, je vous dis que tous les deux, vous êtes des rôles modèles, vous endossez cette mission ?
Moi, je sais pas. Honnêtement, c'est très gentil, en tout cas, si les gens le pensent, mais on est tous peut-être le modèle de quelqu'un, je sais pas. En tout cas, j'écris pas et je dessine pas pour ça, en l'occurrence. Moi, j'aime... l'objectif de ces livres, c'était de porter la voix de personnes qu'on entend trop peu, qu'on visibilise très peu. Quand je parle de ces personnalités, la plupart des gens me disent « j'en connais aucune ». Et moi, c'est ce travail de pédagogie, en fait, que j'ai envie de faire. Et... je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'on te reprochait de parler de ça sur LinkedIn, etc. Moi, je suis toujours assez estomaqué d'une part qu'on soit sans cesse en train de nous dire que nos identités, nos vies, ce que l'on est, soit toujours relégué au rang de l'intime. Ben non, je suis désolé. En fait, quand un hétéro à la machine à café d'une entreprise me parle de ce qu'il a fait avec sa femme le week-end et ses enfants, ben, je lui dis pas que ça n'a rien à faire dans l'entreprise et que c'est de l'ordre de l'intime. Ça fait partie de sa vie, de son quotidien, au même titre que ce que l'on est, ce qu'on vit dans nos amours, dans nos genres, etc., fait partie du monde commun. Donc moi, c'est toujours un truc qui m'énerve beaucoup. Et moi, pour illustrer ce que tu dis, parce que c'est super intéressant, je vais faire un parallèle avec TikTok, où justement, majoritairement, il se trouve que la génération Z est dessus, plus que sur LinkedIn aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement frappant. J'ai posté la même vidéo où j'ai cité des commentaires homophobes que j'ai reçus sur LinkedIn et sur TikTok. Quand j'ai posté cette vidéo sur LinkedIn, j'ai perdu à peu près 200 ou 300 abonnés. Et des commentaires homophobes, alors évidemment toujours une division, une communauté très bienveillante et l'autre partie qui rajoute de l'homophobie par-dessus la vidéo pour dénoncer l'homophobie. La même vidéo sur TikTok, elle a fait à peu près 20 fois plus de likes. Donc sur LinkedIn, ça donnait peut-être 300 likes la vidéo. Sur TikTok, franchement, on était à plus de 1000 likes en fait. Et du coup, j'ai eu zéro commentaire homophobe et j'ai gagné environ 1500 abonnés, un truc comme ça. C'est pour dire la différence, parce qu'on va pas se mentir, LinkedIn, c'est un réseau qui est majoritairement quand même peut-être plus âgé, même si bon, c'est de plus en plus investi par des personnes plus jeunes. Mais aujourd'hui, c'est quand même incarné par des personnes qui ont, je pense, plus de 40 ans en majorité. Donc il y a quand même toujours cet état d'esprit qui est quand même assez ancré. Hein. Voilà, la preuve sociale, l'expérience sociologique, elle est là. Contrairement à TikTok, avec des personnes plus jeunes qui, du coup, manifestement, voilà, encore une fois, c'est l'expérience sociale, sont beaucoup plus ouvertes. Et finalement, c'est eux l'avenir. Donc j'ai envie de dire qu'en soi, c'est quand même positif. Mais là où c'est effrayant, c'est que ces gens de LinkedIn sont aussi insérés dans le monde du travail. Et certains à des postes de manager. Et ce sont peut-être les parents de certains jeunes qui utilisent TikTok aussi. Donc ça va faire des débats familiaux très animés. Mais tant mieux, c'est justement ce qui nous intéresse dans l'école du futur, c'est d'animer justement les débats, notamment en famille et les débats en classe. Je rappelle ce rapport évidemment de Stonewall, qui est une association LGBT+, et qui est britannique, chiffre qui date du 11 octobre 2022 pour la journée du coming out. Au Royaume-Uni, par exemple, 5% de la population s'identifie comme bisexuelle, 3% comme gay, 1% comme lesbienne, 7% comme attirés par plus d'un genre, 2% comme asexuels, 1% comme trans, dont non-binaires. Ça fait donc 71% de la Gen Z britannique qui s'identifie comme hétérosexuels contre 91% des Britanniques baby boomers. Là aussi, ça veut dire que le fait de déclarer son identité commence à devenir un réflexe. Par contre, est-ce qu'il faut faire attention à ce paradoxe de la visibilité qu'on commençait à mettre en lumière ensemble il y a un instant? De plus en plus de personnes LGBT qui s'assument, oui, mais il y a aussi des violences LGBT-phobes qui progressent. Bien sûr, et souvent c'est corrélé. Le rapport d'homophobie avait montré ça de manière assez flagrante au moment des débats sur le mariage pour tous. En 2012, il y a eu une explosion des agressions LGBTQI-phobes, notamment homophobes et lesbophobes, parce que la visibilité amène à une augmentation de la haine et donc des agressions et des conséquences qui s'en suivent. La visibilité, c'est un outil parmi tant d'autres pour permettre de lutter contre le LGBTQI-phobie. Et aussi, être visible dans un contexte LGBTQI-phobe, c'est pas bien. Hein. C'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement... Donc c'est pas... Souvent, on agite la visibilité comme l'outil qui va permettre de tout changer. Attention, c'est à utiliser dans certains contextes, à un certain niveau, et puis surtout le faire en protégeant les premières personnes qui se montrent, parce que ça s'est souvent vu. Je prends l'exemple d'Hélène Degeneres, dans les années 90, quand elle a fait son coming out lesbien. Star de la télé américaine, s'il en est. Qui a fait son coming out lesbien, qui a fait la couverture du Time Magazine pour ça, qui a fait son coming out dans sa série, puis qui a été lâché pendant des années par toutes les boîtes de prod. Donc oui, être visible
c'est important et aujourd'hui on la remercie pour ça, mais dans quel contexte? Et la visibilité, évidemment, vous la donnez à ces héros et héroïnes, genrés ou non, LGBT+, en tout cas. Ça se passe aux éditions Lapin, pour vous, en tout cas. Florent Manelli, ça se passe sur LinkedIn, pour vous, Dorit Naon, et aux éditions Vuibert, avec cet ouvrage qui nous aide à booster notre visibilité. On va rappeler les ressources aussi données par le ministère de l'Éducation nationale. Écoute contre l'homophobie. Vous pouvez joindre le 0810 20 30 40 7 jours sur 7 et non au harcèlement au 30 20. Merci infiniment d'avoir témoigné dans cette émission. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus et nous on se retrouve dès demain pour un Club Actu.